d'art. Alors nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Salomé Kiner pour cette rencontre. Texto, c'est la deuxième cette année sur le campus de Bobigny. Texto, c'est un cycle de rencontres littéraires porté par le service culturel de l'université, l'UFR Sciences de la Communication, l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, le service de la communication de l'université, l'IUT de Bobigny et la bibliothèque universitaire Edgar Morin. Je remercie également la bibliothèque Jean Doucet, ici, qui a pu acquérir Grande Couronne. J'en profite pour vous dire que vous pourrez l'emprunter dès maintenant. Vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Je vous souhaite une excellente rencontre. Je vais laisser Anna Humbert qui va animer cet entretien pour vous expliquer un peu le déroulé. Merci à Salomé Kiner pour sa venue auprès de nos étudiants. Avant de vous présenter Salomé Kiner, je voulais également présenter la salle parce que c'est toujours plus intéressant de savoir à qui on s'adresse. Je sais qu'on a une classe de MMI, peut-être même deux. Est-ce que c'est le cas? Oui. Il y a deux classes, il y a une classe. Une. C'est une classe de métier du multimédia et de l'informatique qui est bien venue avec madame. De l'internet, pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est mon côté carrière sociale, j'aurais le droit de le fouetter en sortant. Une classe de VTD, ville et territoire durable, et plusieurs classes d'animation sociale et socioculturelle. Il y a les premières années qui font la lecture, pardon. Oui, je parle déjà tellement fort que j'ai presque pas besoin de micro en fait. Et les premières années qui vont vous faire une lecture, j'introduirai ça juste ensuite. Voilà. Donc Salomé Kiner est journaliste, notamment dans le journal Le Temps en Suisse, et l'autrice de Grande Couronne. C'est toujours mieux de le montrer en même temps. Grande Couronne, publié aux éditions Christian Bourgois en 2021. C'est un ouvrage qui a reçu un accueil assez dithyrambique de la critique et qui a obtenu le prix de la relève en 2022. Alors pourquoi ça nous a paru extrêmement pertinent de faire venir Salomé Kiner parmi vous pour parler de ce roman. Grande Couronne, c'est un roman écrit du point de vue d'une collégienne. Alors pas une collégienne comme vous, mais une collégienne des années 90. C'est un roman de l'adolescence, un temps qui n'est pas si loin pour vous. L'adolescence, c'est ce moment où on est, j'aime bien cette citation de Proust, allez, je me fais un petit plaisir, où on est tout entouré de monstres et de dieux, en fait, c'est ça l'adolescence. On est dans le temps des initiations, des premières fois, des désillusions. Je pense que c'est un moment qui parle à tout le monde déjà. La narratrice est une très bonne élève de 4e, une ville un peu maussade de la Grande Couronne. Alors pour ceux qui ne seraient pas avertis, la Grande Couronne c'est le Val-de-Marne, l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines. Donc c'est pas la banlieue, c'est pas Paris, c'est une sorte d'entre-deux. Qui est élevée entre ses frères et sa grande sœur par une mère très impliquée dans l'éducation de ses enfants et un père qui peu à peu s'éloigne, j'en dis pas plus, puis va réapparaître. Un divorce, une vie banale de classe moyenne, un tableau qui n'a rien de misérable ni tragique, comme on peut parfois avoir des ouvrages comme ça en carrière sociale, notamment, je pense. Mais l'adolescence est un âge intense, avec ses désirs d'émancipation et de distinction du cocon familial, donc il s'agit de posséder les derniers vêtements à la mode. Être accepté par les filles populaires, avoir ce qui l'identifiera aux autres, au groupe. Et donc ces désirs la conduisent à accepter une solution des plus improbables, intégrer un petit réseau de prostitution afin d'obtenir ce qu'elle convoite, qui s'appelle le groupe Magritte. Le roman débute sur cela, et c'est justement l'expérience de la prostitution d'une adolescente de 14 ans, de 4e, ce qui a de quoi effectivement secouer un peu le lecteur. Donc je reprécise, mais on l'a déjà dit, que ce roman est sorti en poche, que vous pouvez tous l'acquérir. C'est mon petit côté, mon rêve d'avoir été agent littéraire un jour, mais je n'ai pas été. Et donc, pour découvrir le roman, ces enjeux sociaux, parce que j'imagine que tout le monde ne l'a pas lu dans cette salle, on a choisi avec les animes, dont les ambitions sont aussi d'animer, de vous lire quelques extraits afin de découvrir le texte. Découvrir un texte où l'écriture, en fait, elle se fait à hauteur de jeune fille.
Vous connaissez ça peut-être dans... L'expérience la plus commune, c'est La vie devant soi, où c'est écrit à la première personne, avec la hauteur de la personne qui écrit. Voilà, donc on va accueillir pour nous faire la lecture des différents extraits Mourchida, Margot, Myriam, Sarah, Julien et Titouan. Merci. Donc merci, je vous demande de leur offrir toute votre indulgence et tout votre silence possible. Et on va commencer avec l'Incipit, la première page, le classique, pour rentrer un petit peu dans ce roman et découvrir en fait comment, par la consommation, la narratrice finalement rêve d'accéder à un statut social qui n'est pas le sien. Je laisse Titouan, Myriam et Margot lire le premier extrait. Je vais régler les micros. Je n'imaginais pas qu'Amanda serait mère à 19 ans et ventouserait sa collection de peluches sur le pare-brise de sa Ford Fiesta. À l'époque, elle vivait en caravane dans le jardin de ses parents. Un mobil-home tapissé de moquettes avec une lampe à lave et un bocal de poissons combattants. Elle leur distribuait des larves de moustiques à l'épuisette, collait son front à la vitre de l'aquarium et observait les mâles se battre pour emporter la nourriture. C'était la mode des animaux de compagnie, genre agressifs. Dans ma rue, un portail sur deux avait son berger allemand, dressé en position d'attaque. J'admirais Amanda parce qu'elle avait des vêtements de marque, des produits de beauté de marque et des goûters de marque, des princes, des pépitos, des Mikado, de l'Oasis. Elle avait même une chaîne IFI et un lit double avec des parures assorties. Moi, ma mère me donnait des compotes de pommes, mais pas des Ambros, des berlingots discount que la voisine ramenait par palette de Picardie pour les revendre aux familles nombreuses du quartier. Impossible d'épuiser le stock avant la date de péremption. La date de péremption, c'est une arnaque du marketing, disait ma mère en fourrant son poison au fond de nos cartables. Arnaque ou pas, je mangeais mon goûter, caché dans les toilettes. Pendant que mes camarades rouaient la porte à coups de poing, je m'empiffrais les poches pleines de fruits secs, de biscuits au sésame, de balisseaux dans les bons jours. C'était pas les goûters de ma mère qui me posaient problème. Il y en a même que j'aimais bien. Mon problème, c'était les autres. Ça a toujours été les autres. Leurs yeux cireux de poissons morts sur vos mœurs particulières, la vénération des vies droites et la religion catholique. Leur père, premier ministre, premier sur les cours de tennis, leur mère, toute assistante de direction, leur virée à Auchan, les allées de gravier brossé, le papier peint en relief, les casseroles en cuivre assorties, les doubles bols d'olive noyaux et la moquette dans les chambres à coucher. Chez moi, j'avais du lino gris chimique. C'est plus facile à nettoyer, disait ma mère. Tu m'étonnes, même quand c'est propre, c'est sale. Merci. On va passer... Voilà, on a posé un ton et maintenant on va passer à un des moments très compliqués pour la narratrice, qui a été initié très brutalement, pour ne pas dire violé, quand elle a découvert le fonctionnement du groupe Magritte, et elle va avoir sa première passe avec un certain Damien. Ça se passe pas tout à fait comme on s'y attendait. Pour cette lecture, ce sera Sarah, Margot et Julien. La Nissan de Damien a fait plusieurs tours du lavoir avant de s'arrêter à mon niveau. J'ai ouvert la portière du côté passager et je suis montée dans la voiture. Si j'avais peur, il était pétrifié. Tennessee? Règle d'or numéro 3. Pas d'informations personnelles. Nelly m'avait précisé de ne jamais donner mon prénom, mais elle avait oublié de me dire que je m'appellerais Tennessee. J'ai dit oui. Damien cramponnait le volant. Je lui ai rappelé qu'il fallait monter à l'étang. Il a dit oui, pardon. Et dans la précipitation, il a fait caler son moteur. J'ai regardé ma montre, discrètement. Il était 14h03. Nous avons pris la route qui partait en forêt. Passé les 2 premiers lacets, Damien m'a demandé où est-ce que j'allais en cours. Au Peuplier, c'est une école privée dans les bains. Ah d'accord, je connais pas. A dit Damien, avec raison, puisque je venais d'inventer cette école. Les Peupliers, c'était le nom de la pension Givonne, juste parmi les nations. Moi, je travaille à la SNCF, enfin en alternance. Je fais un BTS technicien de maintenance des systèmes industriels. C'est l'entretien ferroviaire en quelque sorte. J'ai enchaîné en lui posant quelques questions. Plus il parlait de lui, et moi je parlais de moi. Sa main droite laissait une empreinte de sueur sur le volant à chaque fois qu'il changeait de vitesse. Il s'occupait surtout des caténaires, des câbles qui permettaient d'alimenter les trains. Je lui ai demandé quelle était sa station préférée. Moi, c'était celle d'Enghien-les-Bains. Elle était plus fleurie que les autres.
Mais Damien préférait celle de Sœur Denise, à cause de sa proximité avec la gare du Nord. Il y avait plus de câbles, c'était la plus intéressante, la plus complexe aussi. Nous sommes arrivés à l'étang. Je lui ai montré le tronc d'arbre. Il s'est garé en marche arrière. J'ai dit, il faut baisser les sièges, et en actionnant la manette, je suis partie à la renverse. Les mécanismes étaient mieux huilés que dans la voiture de ma mère. 14h08. La sueur parlait sur les tempes de Damien. Il était roux, les cheveux très épais, presque crépus, taillés en brosse. Moi, c'est la première fois. J'avoue, je sais pas quoi faire. Des taches de rousseur parsemaient son visage, rampaient dans son cuir chevelu. Il avait l'expression d'un enfant. T'inquiète pas, c'est facile. Faut juste que tu sortes ta... J'ai fait un signe vers sa braguette. Damien s'est débattu, en quelque sorte, avec la ceinture de son jean et s'est déboutonné d'une main tremblante. Une forme enflée sous son boxer. Attends 2 secondes. Il a caché la bosse dans son poing, soufflé 2 fois, tiré sur le boxer pour le décoller de sa peau. J'ai vu des poils roux. 14h12 d'après le tableau de bord. Attends 2 secondes. Pardon. J'ai regardé ailleurs. Il a poussé un râle. Putain, désolé. Il avait la main pleine de glaire. Je ne savais pas quoi faire. Tu veux que je la touche? Il a dit non, désolé, je suis trop nul, je suis dégoûté. Il a renversé la tête en arrière, comme Miguel aux orangers, et il a encore soupiré en remontant son sous-vêtement. J'ai cru comprendre qu'on en resterait là. Il m'a demandé les mouchoirs qui étaient dans la boîte à gants. Je lui ai tendu un paquet. C'était des marques repères. Ma mère achetait les mêmes. Il me râpait le nez. J'ai pensé que mon prochain billet bleu, j'achèterais des Kleenex menthol, comme ceux que Kathleen respirait quand les profs puaient de la gueule. Merci pour cette lecture. C'était pas évident d'oser. Donc on salue aussi leur courage. Et on va finir avec un dernier extrait un peu long qui se passe chez la psychologue scolaire lors d'un rendez-vous, et on va voir que parfois les adultes ont l'air un peu aussi perdus que les ados. Et pour cet extrait, on aura Mourchida, Julien, Myriam et Titouan. C'est Tiffen qui m'avait informé que j'étais convoquée chez Madame Labarthe. C'est qui Madame Labarthe? On faisait la queue pour entrer dans la salle. Elle baissa d'un ton pour me dire, comme si elle portait un secret que j'étais la seule à comprendre. C'est la psychologue scolaire. Mes jambes ont flanché sous mon poids. Il avait démasqué le groupe Magritte. Elle allait m'annoncer que je partais vivre en foyer. Les pensées négatives vibraient dans mon cerveau. Je n'ai pas réussi à participer au débat sur Mathilde Loisel, alors que j'avais adoré le conte. C'était l'histoire d'une jeune femme, complexée par sa vie de pauvre et jalouse de ses amis riches, qui emprunte un collier de perles pour aller dans une fête. Elle le perd et s'endette pour le remplacer. Après 10 ans de galère et de privation, elle croise la copine qui lui a prêté la parure et finit par tout avouer. Et qu'est-ce qu'elle répond à la copine? Que la sienne était fausse et qu'elle ne valait pas 500 francs. La pauvre Mathilde comprend qu'elle a gâché 10 ans de sa vie pour des bijoux en toc. La moitié de la classe portait des faux Lacoste. L'autre moitié, du vrai chipi. La prof voulait nous faire parler de l'apparence. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour pouvoir ressembler aux autres? Mon inquiétude monta d'un cran. Mon passant était venu sur terre pour me mettre un coup de pression. Il avait écrit la parure pour me dire que j'avais eu tort de me lancer dans la prostitution dans le seul but de m'acheter des baskets, du maquillage et des CD. En toquant chez Madame Labarthe, j'avais toujours Mathilde Loisel en tête. Dans les foyers pour mineurs délinquantes, il y avait beaucoup de violence. Tina, la mère de ma voisine, était surveillante de nuit. Au réfectoire, une fille avait planté sa fourchette dans la main d'une rivale. La plupart d'entre elles étaient en décrochage scolaire et bonne chance pour la suite quand on traîne ce genre de bagages. J'essayais d'imaginer quel type de bagages les délinquantes mineures trimballaient en sortant de foyer. Est-ce qu'on leur donnait des valises spéciales? Est-ce qu'on leur sciait les roulettes pour que ce soit plus lourd à porter? Est-ce qu'elles avaient des malles en métal comme les gens que mon père hébergeait à cause de leurs problèmes de dissidence? Tina s'appelait Christine, mais il fallait dire Tina. Même ses enfants n'avaient pas le droit de dire maman. La raison, c'était qu'elle voulait rester femme. Elle aussi devait avoir des sentiments, des besoins et des traumatismes, en dehors de son rôle de mère, dans son être individuel. Madame Labarthe posa un boulier sur ses genoux, fit glisser 3 perles de bois et déclara en souriant. Tu sais, grandir c'est facile pour personne. Madame Labarthe m'a longuement entretenue sur les êtres à part entière de nos parents, sur les rôles qu'on doit jouer dans la vie, et les costumes qui sont parfois trop grands. En gros, j'ai compris qu'être adulte, c'était pas un cadeau, et que faire des enfants aggravait le problème. Elle avait tout un tas de statistiques pour appuyer sa théorie. Même son boulier n'arrivait pas à suivre. En France, il y a 150 000 divorces par an et une moyenne de 2 enfants par mariage. Je te dis ça pour que tu saches que tu n'es pas seule dans ton cas.
Dans l'établissement, par exemple, je dirais qu'un quart des élèves sont dans la même situation que toi. Je me suis enfoncée dans le fauteuil. J'ai fermé les yeux. Je ne savais plus si j'étais chez la psychologue scolaire ou dans un cours de maths. Je savais juste que mon secret n'était pas dévoilé et que j'étais très soulagée. Elle a fini par me tendre un papier sur lequel elle avait noté le numéro d'une association de soutien pour les adolescents qui souffrent. La ligne resterait active tout l'été si je sentais de la colère, de la tristesse ou des angoisses. Il ne fallait pas hésiter à les appeler. D'ailleurs, elle ferait quelques permanences à distance. Ne le dis à personne. Mais je prendrais le téléphone dans mon hamac. Elle sortit une photo du rabat de son filofax et me fit une visite guidée de son jardin. Là, c'est le parterre des fraises. Là, c'est le terrain de pétanque, l'élevage d'escargots de Léa, le portique de Firmin. Et pour terminer, elle pointa une pergola qui abritait un hamac en tricot. Et ça, c'est mon bureau d'été, dit-elle en rangeant la photo. J'ai hoché la tête et j'ai dit, c'est sûr que ça sera mieux qu'ici. Et elle a répondu avec un ricanement crispé, en croisant les doigts sur son sous-main calendrier. Tous les mois de l'année étaient barrés de rouge. Quand les adultes sont traumatisés par les costumes qui sont trop grands pour eux, ils inventent des subterfuges, avait dit Madame Labarthe. Un peu comme des sorties de secours dans les lieux confinés. Certains sont plus radicaux que d'autres, comme divorcer quand on a 4 enfants, versus prendre un prénom qui fait jeune alors qu'on s'appelle Christine. Merci. On remercie vraiment les étudiants d'Annie. J'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu le ton, l'univers de ce roman, les principales thématiques. Et on va continuer. Alors, peut-être un mot sur cette lecture, et puis parce que ça doit, ce que ça fait, parce que c'est lecture, son propre texte, comme ça, l'entendre dans d'autres voix. Merci, vraiment un immense merci, parce que c'est toujours très très émouvant pour moi d'entendre le texte dans d'autres bouches. Écrire un livre, c'est long, c'est laborieux. Moi, j'ai mis particulièrement longtemps à écrire ce livre, et c'est vrai qu'on est un peu tout seul avec sa voix dans la tête, et qu'on essaye de donner corps et vie à des personnages de la manière la plus crédible possible. Et d'un coup, quand on entend d'autres personnes s'emparer de ce texte, pour moi, c'est très fort et c'est très émouvant. Vraiment, merci beaucoup pour cette lecture. Donc, je vais poser ma première question, peut-être en partant de ce qui est le plus évident et peut-être aussi ce qui fait le plus réagir dans un premier temps. Vous avez fait le choix pour ce premier roman de vous attaquer à un sujet sensible, qui est dérangeant, donc celui de la prostitution adolescente. Vous l'abordez, comme on l'a pu l'entendre, de manière assez crue, sans détour, sans affectation. La première fois de la narratrice, parce que c'est l'âge des premières fois, elle est terriblement violente et non consentie, mais vous n'en faites pas le cœur du récit. Donc je voulais savoir pourquoi ce choix, pourquoi c'était important, et puis en fait quel a été le chemin de documentation, parce que vous êtes aussi journaliste, pour porter une parole qui me semble aussi réelle en fait, plus vraie que nature. Alors c'est clair que pour moi, la prostitution adolescente, c'est pas du tout le sujet du roman. Pour moi, le sujet du roman, c'était vraiment le désir d'appartenance à un groupe, le sentiment d'exclusion, d'être différent des autres, de venir d'une famille qui n'a pas les moyens de nous habiller comme les autres camarades d'école, et la société de consommation. En fait, à quoi est-ce que nous pousse ce désir de consommer, et consommer pour ressembler aux autres in fine, parce que quand elle va s'acheter ses premières paires de baskets, elle va se rendre compte que ça la rend pas du tout plus heureuse, et que ce qui la rendrait heureuse, c'est de ne pas voir sa mère pleurer sur le canapé et ses petits frères et sœurs souffrir suite à l'explosion de la famille. Donc vraiment, ce que je voulais dire, et que moi j'ai beaucoup ressenti dans mon adolescence, qui ont été les années 90, vraiment un âge hyper violent, avec l'explosion de la publicité, de l'accès à la consommation, des marques, et voilà. Et qu'est-ce que ça créait en fait dans des cerveaux en formation, de se dire en fait j'ai pas les mêmes chaussures que les filles cool de mon école, et jusqu'à où en fait ça peut nous mener par désir d'accéder à cette illusion du bonheur par la consommation. Donc voilà, moi c'était vraiment ça le sujet qui m'intéressait, et aussi
cette ligne hyper fragile sur laquelle on marche quand on est adolescent, et comment est-ce qu'une mauvaise rencontre ou certaines fréquentations ou une blessure affective ou une faille familiale en fait peut nous précipiter dans des actes qu'on va mettre, qui vont être traumatiques et dont on va mettre très longtemps à se relever. D'accord. Et vous avez eu l'occasion de discuter avec des jeunes filles qui auraient ce parcours-là, ou en tout cas concernant la réception du livre, parce que je suppose que aborder un tel sujet, ça laisse pas indifférent. Est-ce que dans la réception, vous avez des retours dans les rencontres, etc. Et là, je reste vraiment sur cette question. Qui est cette question, qui peut effectivement susciter le malaise en fait. Comment ça s'est passé au niveau de la réception, le fait d'avoir abordé cette question-là? Alors ça, c'est le deuxième aspect. D'un point de vue documentaire, c'est vrai que moi j'habite en Suisse depuis une dizaine d'années. La législation sur le travail du sexe, elle est très différente en Suisse. Je connaissais beaucoup de différentes personnes qui avaient un rapport avec le travail du sexe, mais de manière très différente. Donc ça allait de l'escorte genevoise jusqu'aux assistantes sexuelles pour personnes en situation de handicap, qui sont en général des personnes bénévoles, qui passent par des associations et qui sont vraiment ce qu'on appelle des assistantes sexuelles. Donc là, j'avais aussi eu vent de beaucoup de témoignages. J'ai pas connu ça moi dans mon collège. Ce que je raconte, le réseau, c'est pas quelque chose que j'ai connu quand j'étais moi collégienne. Par contre, ce qui était très important pour moi, c'était en fait la prostitution. Pour moi, et en fait, ce qui m'intéressait dans ce réseau, c'était de pouvoir multiplier les scènes et les descriptions de scènes. Et ce qui était important pour moi, c'était un peu de désacraliser les premières expériences, parce que, je serais curieuse de savoir, je demande à chaque fois un peu comment c'est aussi aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 90, avant l'accès à Internet, les seules documentations qu'on avait, c'était un peu les fictions, le cinéma dont on nous abreuvait. Donc moi, j'ai vraiment grandi avec Pretty Woman et Titanic, avec des visions très romantiques, en fait, des premières expériences sexuelles. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, que la réalité était souvent très éloignée de ce truc très romantique, que c'était ça se passait rarement sur un matelas couvert de pétales de rose, et que c'était plutôt souvent maladroit, mais pour les garçons comme pour les filles. Et donc cette scène que vous avez vue avec beaucoup de courage, moi j'arrive jamais à la dire en public parce que ça me gêne, donc j'étais très admirative. Cette scène-là, typiquement, c'est le garçon qui est en difficulté, et pour les hommes, on a souvent cette image de la virilité, de la performance, qui, pareil, moi, de ce que je discutais, ne correspondait pas avec la réalité. Et donc, ce que je voulais, c'était raconter comment, en fait, ça se passe. Alors, parce que c'est quand même rare de faire ses premières expériences sexuelles dans le cadre d'un réseau de prostitution, mais par contre, ce genre de maladresse. Et alors, ce qui est drôle pour la réception, c'est que le monde se divisait en deux types de lecteurs et lectrices, ceux qui me disaient non mais quand même, c'est hyper violent, c'est pas réaliste, et ceux qui me disaient ah bah oui, moi je me reconnais totalement, moi aussi j'ai vécu mes premières préliminaires dans une voiture au bord, dans un petit coin de clairière, parce qu'on ne pouvait pas aller chez mes parents, que personne ne pouvait recevoir chez lui, donc on se planquait un peu dans des coins, sans que ça se passe forcément dans la violence, mais un peu ce truc un peu maladroit, voilà. Donc il y a ceux qui se disaient ah bah en fait j'avais jamais vu ça dans un livre ou dans un film, merci d'en avoir parlé comme ça, voilà, pour les réactions. Merci. Donc, je vais revenir sur finalement, ce qui est un peu le cœur du livre, c'est un peu accéder à la consommation. Je disais tout à l'heure que ça me faisait penser à une nouvelle d'Italo Calvino qui s'appelle Marco Baldo. Parfois, on étudie au collège, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. C'est une famille qui devient complètement folle de consommation dans un supermarché et qui remplit le caddie, jusqu'à dériver vers la folie complète et puis le vol. Votre position par rapport à ça, est-ce qu'il y a une volonté de faire un constat, ou est-ce qu'il y a une volonté de dénonciation, est-ce qu'il y a un parti pris politique dans cette dénonciation-là,
Et peut-être, est-ce que vous y voyez une différence avec aujourd'hui sur le rapport? Moi, justement, c'est ce que j'ai trouvé assez universel dans le livre, c'est-à-dire que c'est applicable aux années 90, comme c'est applicable actuellement, ce rapport à la société de consommation. Je voulais savoir voilà, si vous aviez des engagements de ce côté-là. Alors, engagement concret, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans mon travail de journaliste, quand je fais des sujets dits société, j'essaye toujours de casser un peu les illusions qui nous font du mal dans la société. Et ce qui est clair, moi, je pourrais comparer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Instagram, hein, c'est de voir des images, des portraits aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et de se dire, mais en fait, je veux avoir ce corps, je veux avoir ce lifestyle, je veux... et jusqu'à où on va se faire du mal. Alors ça va de l'anorexie à la prise de risque, enfin, tout type de prise de risque. Et donc, moi, le but, c'était de remettre une forme de réalisme où les gens puissent s'identifier d'une manière plus sincère qu'à travers... les images de la publicité, des réseaux, voilà. Donc ça, s'il y a un engagement de ma part, c'est vraiment d'essayer de casser ces espèces de mensonges de la consommation, qui sont en fait juste des artifices pour nous faire acheter et faire tourner des industries. Donc voilà, ça se prend comme ça. Merci. Merci pour cette réponse. Du coup, ça me permet d'aller du côté de... J'ai l'impression que cette société de consommation, elle remplit un vide chez cette adolescence, c'est-à-dire d'être dans un lieu de grande couronne qui est plus ou moins neutre, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. On a l'impression que même au niveau de ses parents, il y a une transmission qui ne s'est pas faite, parce qu'on entend les prénoms, Rachel, etc. On se dit, il est fort probable que la famille soit juive, surtout la mère l'est. Et on se dit, est-ce que ce défaut de transmission, cette identité en moins, finalement, fait pas qu'on va se plonger dans la consommation pour combler? Donc je voulais savoir un petit peu ce que vous avez voulu dire sur les questions d'identité, parce que c'est quand même l'adolescence, c'est le moment où on essaye de s'identifier. C'est en fait, on voit que ça dure de plus en plus longtemps en fait. Voilà, la question de l'identité, de la transmission de la culture en fait. Est-ce que... Ouais, j'ai pas fini ma question. Je crois que tu vois où je veux en venir. Je vois, en fait, il y avait aussi l'idée de l'acculturation, c'est-à-dire de vouloir se fondre, l'intégration à tout prix. Et je crois que ce qui pose problème à Tennessee dans le livre, c'est qu'elle vient de cultures qui sont sous-représentées. Bon, moi, par exemple, j'ai grandi... un de mes parents venait d'arriver en France, parlait pas français, mais venait d'un pays où il n'y avait pas de communauté chez nous, là où on grandissait, et je regardais toujours les autres cultures qui faisaient communauté et que je trouvais hyper enviables. Mon père venait des pays de l'Est, il n'y avait ni gastronomie, ni musique qui me faisait rêver. Je voyais mes copines qui avaient vraiment, qui venaient de cultures plus ensoleillées, plus joyeuses, avec une vraie gastronomie, vraiment, et du coup, il y avait un espèce de refoulement chez moi. Enfin, là je parle de mon expérience personnelle parce que si j'ai vraiment mis quelque chose d'autobiographique dans ce livre, c'est ça, et cette espèce de refoulement en se disant, mais en fait, déjà, à cause des origines de mes parents, je n'arrive pas à ressembler aux autres, je connais personne qui a les mêmes origines, qui parle la même langue. Moi j'avais honte quand mon père venait aux réunions parents-prof parce qu'il parlait mal français, et en même temps, et du coup je pense que effectivement à travers la consommation, c'est une manière de pouvoir ressembler aux autres. Encore une fois, on achète ce qu'on n'arrive pas à vivre en termes identitaires. Oui, c'est un peu cette réflexion qu'on entend parfois. Alors là, effectivement, il y a cette origine qui est tellement minoritaire que finalement, c'est comme si elle n'existait pas. Ou alors, celui qui va grandir et qui va être au milieu de collégiens de plein d'origines, qui dit moi, j'ai pas d'origine, alors que ça n'a pas de sens de dire des choses comme ça. Et ce sentiment-là, en fait, qui peut être ressenti. Très bien. J'ai pas d'origine qui rejoint le. Oui, qui rejoint les origines. T'as un peu d'origine, toi. Ouais. Exactement, et c'est cette question-là qui est une question typique, hein, l'adolescence et même encore maintenant, c'est parmi des premières questions. Et de quelle origine, même quand vous vous faites draguer, c'est une des premières questions qui vient. Voilà. Donc, et pour poursuivre,
Ce roman, je trouve qu'il se place dans les années 90, mais par son dispositif, c'est-à-dire on a la mise en avant d'une parole féminine, d'une adolescente qui va parler de sexualité, d'émancipation, etc. On rencontre aussi de nombreux portraits de mères, de portraits de personnages féminins, et notamment la mère que je trouve très touchante, qui m'a fait penser un peu à La femme gelée d'Annie Ernaux. Elle est piégée en fait dans son univers familial avec ses 4 enfants et le mari qui part, et sa bonne volonté et son burn-out. Et des personnages aussi extrêmement touchants. Elles sont toutes un peu piégées en fait, on a l'impression, et en même temps toutes très dignes. Et donc, je me suis fait la réflexion de... Le livre, il a été publié en 2021, donc je suppose qu'il a été écrit dans la période qui succède à 2017. 2017, les filles, les garçons, 2017, c'est passe quoi? MeToo. Voilà. C'est un renouvellement du féminisme, parce qu'il faut savoir que dans les années 90, on n'en parlait pas tant que ça. Et je voulais savoir à quel point, en fait, ce moment MeToo, ce moment 2017, avec effectivement une parole qui se libère sur les réseaux sociaux et dont vous bénéficiez, vous, étudiants et étudiantes, à quel point elle avait influencé votre écriture et comment ça avait résonné. Et puis aussi, j'entends un peu de féminisme là-dedans, est-ce que vous avez des recommandations de lecture pour nos étudiants sur ces thématiques-là, voilà. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que, en fait, quand on grandit en tant que fille adolescente, alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de mixité. C'est-à-dire que les filles, elles traînaient entre filles, les garçons entre garçons. Si on avait un petit ami, on se voyait un peu à la récré, voilà, mais il n'y avait pas beaucoup de mélange. Donc, il y avait quand même une séparation. Et ensuite, dans le cas des familles divorcées, alors je sais que ça a beaucoup changé depuis, mais dans les années 90, quand des parents divorçaient, le père n'était pas du tout encouragé dans son rôle de père, et il était assigné en fait au rôle du chef de famille qui ramène l'argent. Et moi je sais que quand j'en parle aujourd'hui avec mon père, il a beaucoup souffert de ça, c'est-à-dire que la question de la garde alternée ne s'est jamais posée, c'était on divorce, tu auras les enfants un week-end sur 2, le reste du temps tu payes la pension. Et qu'en fait, même dans les familles qui n'étaient pas divorcées, les pères n'étaient pas encouragés à la présence. C'était papa rentre à la maison, il a travaillé, il est fatigué, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas le déranger. Et aujourd'hui, alors les pères sont avec les congés paternité notamment, on encourage vraiment à casser en fait ce truc-là. Et c'est vrai que moi je voulais autant montrer comment les hommes, il y a un autre personnage qui est Rico, qui est un des clients du groupe Magritte, qui est un petit peu violent, et je voulais montrer, c'est un enfant qui a grandi à la DAS, et en fait sa violence, c'est juste la reproduction d'une violence dont lui, il a été victime, et qui pense en fait qu'être un homme, c'est brutaliser une femme pour lui montrer en fait qui domine, quoi. Et en fait, on comprend qu'il souffre lui-même d'être vecteur de cette violence, sauf qu'il n'a pas les moyens d'en sortir parce qu'il n'a connu que ça, et que du coup, il reproduit ce qu'il a connu. Donc ça, je pense que moi, mon féminisme, il est vraiment inclusif, c'est-à-dire il faut autant changer les rôles auxquels sont assignés les femmes que les rôles auxquels sont assignés les hommes, parce que je pense que ça marche ensemble. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, c'est vrai que j'ai grandi avec des figures de femmes battantes qu'on voit beaucoup dans les milieux de classe moyenne populaire, qui sont des femmes qui doivent à la fois travailler, élever leurs enfants, qui viennent parfois de milieux ou de cultures où les hommes sont moins présents, donc ils se retrouvent souvent à charge de famille, et ayant grandi entourée de ce que j'appelle un peu des lionnes, quoi, des femmes que je trouve extrêmement courageuses, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ces figures féminines. La question par rapport à MeToo, c'est clair que MeToo, ça nous a donné une boîte à outils, notamment de vocabulaire, qui nous a permis d'apprendre à nommer des choses. Moi, le consentement, en 98, jamais entendu parler. Avant 2017, c'était des notions dont on avait, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui un viol conjugal. Moi, quand j'ai grandi, c'était le devoir conjugal. C'était une femme avait un devoir conjugal de satisfaire son mari pour pas qu'il parte ailleurs. Et tout ça, ça a changé. Moi, j'ai 36 ans. En 2017, j'avais 30 ans. J'ai grandi
très loin de ces concepts-là. Et pour les filles de ma génération, et celles du dessus, c'est vrai qu'on a dû un peu se rééduquer nous-mêmes, parce que en fait, d'un coup, on nous a parlé de consentement, et on a refait un peu notre histoire en se disant, mais attends, en fait, quand j'avais 16 ans, que j'étais en colo avec ce moniteur qui avait 22 ans, et je croyais, voilà, en fait, est-ce que j'étais vraiment d'accord, et en fait, on a refait notre histoire avec des outils qu'on n'avait pas du tout à l'époque, et que ça a pu être un peu des chocs, parce que de se dire, ah ben en fait là, j'y suis allée parce que on avait discuté, c'était sympa dans la soirée, du coup je me suis sentie obligée de poursuivre, des choses que j'ai l'impression pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ont ces outils bien plus tôt, et du coup ça change, voilà. Donc, mais c'est vrai que j'avais envie... en fait, ce livre, il a même été attaqué par des féministes, enfin en tout cas un peu décrié par des féministes, des groupes féministes qui disaient c'est pas ok aujourd'hui de décrire des scènes de violence sexuelle, mais le fait qu'en fait ces scènes elles ont existé pendant des générations et des générations, et faire comme si ça n'avait pas existé, pour moi c'est contre-productif, quoi. Faut savoir d'où on vient pour voir où on va. Et pour les recommandations, il faut que je réfléchisse un peu, donc peut-être que je vous les donnerai par après, mais avec grand plaisir. Ouais. Très bien. Et bien, comme il reste qu'un petit quart d'heure et que je trouve ça très important qu'il y ait à peu près une équité de parole entre les étudiants, l'échange et la salle, parce que voilà, je voulais savoir s'il y avait quelques questions ou des choses qui vous interrogent dans ce qu'on a pu dire, ou que vous avez envie d'approfondir, notamment sur cette question du féminisme, du consentement, ou sur d'autres. Ou éventuellement des collègues qui voudraient approfondir pour donner un élan aux étudiants. Oui, super, il y a le micro qui arrive, merci. C'est juste me demander, parmi les réactions que vous avez eues à votre livre, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué, que ce soit en bien ou en mal? Parmi les retours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il y en a qui m'ont beaucoup marqué, notamment des messages personnels de lectrices, beaucoup qui m'ont, alors soit de mon âge, soit plus âgées que moi. Il y en a une, je me souviens, je l'avais relayée, ça m'avait beaucoup touchée, une femme qui m'avait dit Val d'Oise 1998, Créteil 1976, même combat. Merci de ce livre qui m'a permis de faire la paix avec mon histoire et que je conserverai comme un objet précieux. Voilà, ce genre de choses. Il y a une autre femme à Aulnay qui m'avait dit que c'était un livre qui lui avait permis de comprendre l'histoire de sa mère et de se réconcilier avec sa mère à travers, en comprenant. L'autre chose que je voulais dire par rapport au portrait de la mère, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que moi, quand j'avais 20 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, mais il y a une chose que je savais, c'était que je ne voulais pas reproduire la vie de ma mère. Qui avait été instite à mi-temps, qui n'avait jamais pu évoluer dans son travail parce qu'elle était à mi-temps, parce qu'elle était seule avec ses enfants et qu'elle devait s'occuper et qu'elle ne voulait pas lâcher sur l'éducation de ses enfants. J'avais l'impression qu'elle avait tout raté, quoi. Elle s'était mariée avec avec un type qui ne l'avait pas rendue heureuse. Elle avait divorcé avec 3 enfants en bas âge, qu'elle avait élevé toute seule, elle habitait en banlieue parisienne. Enfin, je ne voyais vraiment pas. Et donc, moi, c'était clair, c'était... je sais pas quoi, mais en tout cas pas ça. Et petit à petit, en fait, en grandissant, en mûrissant, j'ai transformé cette pitié que j'avais pour elle, pour son parcours, en admiration. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une héroïne, quoi. Elle a bossé, elle a payé sa maison, elle a élevé ses enfants qui ont tous pu faire des études supérieures. Elle a jamais lâché, même quand on faisait des bêtises, même quand on avait des problèmes à l'école. Et elle a été en fait hyper heureuse dans son travail. Elle était prof de français langue étrangère, elle était adorée par ses élèves. On était invités dans toutes les familles de ses anciens élèves. Et je me suis rendu compte avec le temps en fait que j'avais beaucoup d'admiration pour elle et pour les femmes, voilà, qui portaient beaucoup de charges en même temps. Et je crois qu'en fait ce parcours-là, c'est ce qui touche beaucoup les lecteurs. Enfin, la relation
et en fait, le livre, je l'ai écrit en même temps que je changeais ce regard sur elle. Donc au début, c'est vraiment un personnage assez minable. Et à la fin du livre, en fait, il y a un peu une renaissance. Donc je pense que c'était aussi parallèle au changement de vision que j'ai eu sur elle. Et les retours de lecture les plus forts que j'ai eus, c'était les gens qui s'identifiaient soit à la mère, parce que c'était des mères célibataires, soit à la relation mère-fille. Voilà. Et ça, c'est vraiment un des grands cadeaux de la publication, c'est qu'on passe des années tout seul à ruminer son truc, à essayer d'écrire le livre, et d'un coup ça touche et on se rend compte que notre histoire, c'est aussi l'histoire d'autres personnes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors, merci beaucoup. Déjà, merci pour ces lectures qui étaient formidables, qui étaient vraiment lues avec une implication et le juste ton. Donc, ça, c'est ma première remarque. Ensuite, je pense que c'est aussi dû à cette langue très vivante et qui m'avait marquée lors de la lecture, qui réussit à mêler un style oral propre à l'adolescence et une exigence de précision, de style assez bluffante. Donc comment as-tu travaillé justement tu as dit tout à l'heure que tu avais mis du temps à écrire ce livre, comment as-tu travaillé vraiment sur la justesse de ton? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'ai beaucoup été influencée par le hip-hop et le rap français, qui a vraiment été mon univers musical adolescente et en fait qui, je pense, a formé mon sens de la punchline, de la phrase qui cogne, de l'image forte, parce que le rap français particulièrement s'écrit beaucoup avec des images, donc c'est vrai que j'ai beaucoup été influencée par ce genre de truc, quoi. C'est une phrase qui suffit à construire un univers, donc ça m'a beaucoup... Je cherchais cette énergie-là, en fait, l'énergie que moi j'avais trouvée dans mes albums préférés de rap quand j'étais ado, je cherchais à la recréer et je voulais en fait que la langue donne au lecteur ce que moi m'avait donné cette musique. L'autre chose, c'est que moi j'ai grandi entourée de personnes qui étaient apprenantes du français ou qui n'avaient pas un français impeccable grammaticalement. Et en fait, j'ai beaucoup vu autour de moi ce qu'on appelle aujourd'hui la glottophobie, donc la discrimination à la langue et à l'accent. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça hyper poétique, les gens qui faisaient des fautes de français. Donc je le voyais soit à travers les élèves de ma mère, soit à travers mon père qui galérait pour apprendre le français. Et j'avais beaucoup... En fait, ce que j'appelais les accidents de traduction, un exemple, par exemple, mon père, il disait toujours, au lieu de dire « j'ai été induit en erreur », il disait toujours « je me suis enduit d'erreur ». Comme ça. Et en fait, je trouvais ça super joli et en fait, ça créait des images très, très poétiques pour moi. Donc ça, c'était aussi important de les... Je sais pas, au début du livre, par exemple, elle parle d'un père qui a gagné au loto, qui a gagné 8000 francs. Et au lieu de dire une somme pareille, ça monte à la tête, elle dit une somme pareille, ça monte la tête. Et il est devenu fou, il a fait n'importe quoi. Et voilà, donc ça, je trouvais que c'était... J'essayais vraiment de rester sensible à cette langue imparfaite et à ces traces de poésie que je trouve qu'il y a chez les personnes bilingues, trilingues, voilà. Et la dernière chose, c'est que vous avez parlé de David Vansoir, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et j'adorais cette idée du narrateur enfant ou adolescent qui n'a pas encore été complètement lessivé par les normes. Voilà, quand on commence à travailler, à rentrer dans le monde des adultes, on nous apprend à bien parler. Et en fait, je trouvais qu'avant ça, les enfants, il y a toujours des petites phrases, des petites choses poétiques. Donc voilà, tout ça, c'était un mélange de tout ça.
Deuxièmement, dans l'extrait qui a été lu, effectivement sur lequel Julien s'est interrogé sur comment il allait le lire, j'ai trouvé cette chose que j'aimais bien chez Romain Gary, vous savez, où on dit que les femmes se défendent de dire qu'elles sont des prostituées. Et là, il est question des bagages des délinquantes. Et en fait, il y a tout un jeu sur le concret et l'abstrait de qu'est-ce qu'elles vont avoir dans leur bagage, est-ce que c'est des bagages qui sont lourds, etc. Et vraiment, ça, c'est effectivement, c'est une manière de remotiver la langue, de faire dire plus aux expressions, et c'est ça, la littérature aussi. Et un autre exemple que j'aime beaucoup dans le livre qui est vraiment véridique, c'est le passage où son père part de la maison et il prend un sac où il y a marqué « droguerie d'Argenteuil ». Et en fait, elle est traumatisée parce qu'elle se dit c'est un gros sac, et elle se dit mais en fait mes parents sont des drogués quoi. Et ils sont là avec son sac droguerie d'Argenteuil, et elle se dit mais quel type de drogue? Et en fait c'est un moment hyper tragique parce que le père va partir de la maison et elle, la seule chose à laquelle elle pense c'est voilà, mon père c'est un drogué. Et en fait pendant des années, et ça moi ça m'était vraiment arrivé, donc ça c'est la polysémie, la polyphonie d'un mot, et comment un enfant, voilà, moi je me souviens, on avait vraiment cette espèce de sac de course, et pendant des années je me suis dit mais en fait ils ont aucune honte, ils se baladent avec leurs trucs. Et en fait, ils s'achètent de la cam, et moi je suis là avec eux, et voilà. Et après le jour où j'ai compris, évidemment, je trouvais ça rigolo. Merci. Est-ce qu'on a, il nous reste 5 minutes, hein, si vous avez encore quelques questions à poser, des choses que vous avez envie de soulever. Est-ce que pendant ce temps-là, il y a des références qui sont revenues pour des conseils de lecture? Sinon, c'est pas grave, hein, j'aurais des premiers. Peut-être justement sur le travail de journaliste littéraire aussi. Oui, effectivement, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en communication sociale, donc tout le travail que vous avez fait en journalisme sur les marges, éventuellement comment vous avez forgé votre regard. Je repose la question, du coup, je la reformule un petit peu, mais c'est vrai que quand on lit les biographies de Sabine Kiner, on voit tout le temps journaliste en premier, parce que maintenant c'est autrice aussi, donc journaliste et autrice, et ce journalisme, il a forcément touché des sujets, et il a sans doute un impact sur l'écriture, et notamment sur cet effet de réel qu'on ressent dans le roman, et donc je voulais savoir à quel point ça vous avait nourri. Je n'ai plus le micro, mais... c'est vrai que, alors, une grande partie de mon boulot, c'est le journalisme littéraire, donc je parle de livres que j'ai lus, je fais des recommandations de lecture, mais j'ai aussi fait beaucoup de reportages, et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ce que j'appelle les communautés marginales. Je crois qu'en fait, ça me rassurait de voir, comme je l'ai dit, moi, quand j'étais ado, je souffrais, entre guillemets, de grandir dans une famille un peu atypique, et en fait plus tard j'ai cherché des gens qui me ressemblaient par leur atypisme, donc c'était en fait la norme me faisait peur. Je me disais mais moi j'appartiendrai jamais à ces gens qui habitent dans Paris, qui ont grandi dans les bonnes écoles, etc. Et donc en fait j'ai voulu élargir mon sentiment d'appartenance, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de reportages. Alors soit sur, je mêlais tout le temps culture et société, donc soit sur des communautés musicales, par exemple j'ai passé 3 mois à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, qui est le berceau d'un certain type de rap, pour essayer de comprendre, et qui est un rap qui est métissé de beaucoup d'influences, notamment les Caraïbes, le gospel, avec les musiques à réponse, donc vous savez, vous interpellez la foule qui répond, ça vient du gospel, mais ça a été beaucoup repris dans certains genres de hip-hop. Et voilà, et là j'allais, c'était donc très lié à la société américaine, mais ça venait toujours de quartiers les plus pauvres, qui sont souvent les plus créatifs artistiquement. En Amérique du Sud, j'ai beaucoup travaillé sur les hôpitaux psychiatriques. Notamment j'étais dans un lycée pour adultes transsexuels, parce qu'en Amérique, la transsexualité, en Amérique du Sud, les transsexuels étaient expulsés très jeunes de leur famille, et donc leur seul moyen de survivre c'était en général la prostitution, parce qu'ils n'arrivaient pas à intégrer le milieu professionnel, ils étaient exclus de toutes les personnes qui voulaient les embaucher, donc leur seule manière de survivre c'est la prostitution. L'espérance de vie pour les personnes trans, elle est de 35 ans en Argentine.
parce que c'est soit la violence de rue, les agressions, les maladies sexuellement transmissibles, les suicides, enfin voilà, tout un tas de menaces. Et donc il y a une association qui a ouvert un lycée où ils peuvent venir reprendre leurs études, passer le bac et ensuite essayer de retrouver du travail, parce que maintenant il y a une loi avec des quotas d'intégration, donc chaque entreprise est obligée d'avoir 3% de personnes trans. Et donc voilà, en fait c'était à chaque fois des parcours de vie qui me bouleversent, où je trouve qu'il y a beaucoup de courage, parce que c'est des personnes qui sont souvent qui ont traversé des grandes souffrances, et leur force, voilà, la force qu'il faut pour reprendre des études quand on a 28 ans et 10 ans de prostitution, voilà, c'est vraiment des choses qui me portent, ouais, et il y a beaucoup en fait d'exemples que j'ai pris. Je pense par exemple à sa meilleure copine qui s'appelle Chanel. Je raconte qu'elle est arrivée, en fait, qu'elle est partie du Brésil en bateau avec sa mère pour fuir le nord du Brésil, qui est une région très pauvre, et qu'elle a été, qu'elles avaient un deal avec un docker qui devait les faire monter dans un bateau qui devait arriver à Miami, et qu'en fait elles se sont passé 3 semaines dans le bateau et qu'elles ont débarqué à Marseille. Et ça, c'était l'histoire du voisin de ma mère qui habite à Marseille, qui était un Péruvien, qui, pareil, avait embarqué clandestinement dans un bateau en pensant un cargo à bananes, en pensant qu'il allait arriver à Miami. Et il a débarqué en Floride, il n'a jamais eu l'argent pour repartir en Amérique du Sud, et il a vécu toute sa vie à Marseille. Et donc ça, c'est des histoires, en fait, toutes les anecdotes, c'est des histoires que j'ai glanées, soit en discutant avec des gens, soit au fil de ma carrière de journaliste, enfin de mon métier de journaliste, et qu'ensuite je réintroduis dans la fiction en les déplaçant et en les recomposant. Merci beaucoup. On arrive à l'issue de cet entretien, il est 13h. On va aller au foyer pour poursuivre une discussion un peu plus informelle avec peut-être quelques étudiants qui souhaiteraient poursuivre. Je remercie Magali pour toute l'organisation, ainsi que Judith. Je vous remercie de votre venue et puis de votre générosité auprès des étudiants dans cette écoute et cet échange. Et puis on peut l'applaudir.